Donc aujourd'hui, ce que l'on va essayer de faire, c'est oublier les virus ADN et essayer de comprendre comment se répliquent les virus à ARN et les virus à rétrotranscription. Et une chose qui est partagée par tous les virus à ARN, ce qui est le grand problème pour ces virus, c'est que le génome est en ARN. Donc, pour répliquer les génomes, le virus a besoin d'une polymérase à ARN dépendant de l'ARN. Ça, c'est vrai pour les virus ARN brun plus, brun moins, et les virus ARN double brun. Donc, tous ces virus doivent coder dans leur génome une polymérase ARN dépendant de l'ARN parce que cette activité enzymatique n'est pas présente dans la cellule hôte. Pour les virus à ADN, pour se répliquer, ils ont besoin d'une ADN polymérase. Pour exprimer leur génome, ils ont besoin d'une ARN polymérase. Et éventuellement, les virus ADN peuvent détourner et se servir des enzymes de l'autre. Pour les virus ARN, ce n'est pas possible. Donc, mais il y a une grande différence entre les virus ARN brun plus et les deux autres classes de Baltimore de virus ARN. Parce que les virus ARN brun plus, chez les virus ARN brun plus, les génomes codent directement pour des protéines. Ce qui fait que si le virus fait entrer que son génome, son ARN génomique dans le cytosol, il peut être traduit directement par les ribosomes cellulaires. Et du coup, le virus n'a pas besoin de apporter avec lui un ARN polymérase dans la capside virale. Par contre, ça, c'est essentiel pour les virus ARN brun moins et les virus ARN double brun. Pourquoi? Parce que si ces virus-là faisaient rentrer uniquement l'ARN viral, bah, tout seul, ça ne fait pas grand-chose. Un ARN brun moins ne code pas pour une protéine, donc si c'est que de l'ARN, il ne va pas se répliquer tout seul. Et la cellule hôte n'a pas d'enzyme qui est capable de répliquer l'ARN viral. Pareil pour les virus ARN brun, double brun. Okay, mais quelque part dans le cycle de réplication virale, les virus ARN doivent faire exprimer une RDRP, ARN polymérase dépendant de l'ARN, par la cellule infectée. Enfin, dans la cellule infectée, mais à partir d'un gène viral. Donc, tous ces virus-là doivent encoder dans leur génome une polymérase ARN. Et ça, cela impose une contrainte sur la taille minimale du génome pour un virus ARN. Parce qu'on a besoin d'avoir, du coup, au minimum, une protéine de capside et un ARN polymérase viral. Chez les virus ARN qui infectent des animaux, la taille minimale de génome, c'est 7,5 kilobases en longueur. Pour les virus à ADN, on a vu que les polyomaviridés et les parvoviridés peuvent se répliquer avec juste 5 kilobases d'informations génétiques. Et ça, c'est parce que, bon, ils peuvent s'en sortir sans avoir une polymérase dans le génome. Donc ça, c'est la clé de ce qui différencie les virus à ARN et leur façon de se répliquer aux virus à ADN. Donc, on va commencer par les virus à ARN brun plus. Parce que, bon, en tout cas pour moi, ça, je trouve que c'est le plus simple à faire. Et on ne va pas faire les virus à ARN double brun parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc, on commence par la classe 4. Ceux qui rentrent dans la cellule infectée, c'est l'ARN génomique. Voilà, en plus, donc la première chose qui va se passer, c'est que l'ARN viral sera pris en charge par les ribosomes de la cellule hôte, ce qui va permettre l'expression de protéines virales. Parmi ces protéines virales, il y aura un ARN polymérase viral qui va répliquer le génome.
Alors, pour l'expression du génome, ces virus-là ont un problème. Parce qu'on a besoin de différentes protéines pour faire un virus infection. Au minimum, capsid et ARN polymérase. Donc on a au minimum 2 protéines à exprimer. Et on n'a qu'une seule molécule d'ARN pour le faire. Donc ça, c'est un problème pour les virus ARN brun plus. Comment exprimer plusieurs protéines à partir d'un seul ARN messager? Donc pour les exemples que l'on va voir, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour la réplication de l'ARN, c'est un autre problème. Le problème, c'est que pour se répliquer de façon efficace, l'ARN polymérase virale, il doit être spécifique de l'ARN viral et pas aller recopier des tonnes d'ARN cellulaires. Donc ça, c'est la problématique principale de la réplication de l'ARN. Ok, donc pour les virus ARN brun plus, on va considérer 2 familles virales. Donc les picornaviridae, capsid icosahédrique non enveloppé, T égale 3, composé de 4 protéines virales, VP1, VP2, VP3 qui sont à l'extérieur et VP4 à l'intérieur. Parmi les membres des picornaviridae, on a des entérovirus, infection gastro-intestinale, hépatovirus, virus de l'hépatite A et les rhinovirus. Et le virus de la poliomyélite fait partie des entérovirus. Donc c'est une désignation au niveau genre. Donc le virus de la poliomyélite, apparemment, ça a été avec nous depuis des milliers d'années. Et on pense ça parce que, alors on a ce stèle égyptien qui date de 1400 ans avant notre ère. Donc ça fait 3400 ans. Et on pense que cet individu qui est indiqué, qui est représenté ici, déjà il marche avec une sorte de bâton. Et la position de sa jambe ici, c'est pas vraiment présent dans toutes les autres représentations des gens qui marchent en Égypte. Et les cliniciens ont remarqué qu'en fait, ça ressemble à une paralysie flasque résiduelle après une poliomyélite. Donc on a au moins une indication que ce virus a été en circulation depuis quelques milliers d'années. Donc c'est un virus qui est presque éradiqué, donc on verra ça dans 2 cours. Mais un des grands défis pour l'humanité, c'est d'essayer d'éliminer complètement ce virus. Ce qui est possible parce que c'est un virus qui infecte que l'Homo sapiens comme hôte, donc il n'y a pas de réservoir naturel, et on a des vaccins efficaces. Donc c'est juste, entre guillemets, une question de organisation et volonté politique. Et on verra que ça pose un grand problème. Donc le deuxième exemple de virus ARN brun plus, ce sont les Flaviviridae, une famille virale nommée d'après l'espèce type, le virus de la fièvre jaune, donc Flavus, c'est jaune, pas. Et parmi les Flaviviridae, il y en a d'autres pathogènes importants comme le virus de la dengue, le virus de l'hépatite C. Donc encore une fois, on a un petit virus, capsid icosahédrique, mais cette fois-ci, capsid enveloppé. Et que dire pour ça? Ouais, donc la plupart des virus ARN, enfin des Flaviviridae, ont une transmission par des arthropodes et ont une sorte d'épidémiologie, comment dire, ils ont des cycles sylvatiques et au sein de l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a des réservoirs en dehors de l'homme pour ces virus, donc qui sont en train de circuler dans une population animale,
Et de temps en temps, les gens peuvent se faire infecter par le virus via le vecteur, les moustiques par exemple. Et à partir de ça, on peut avoir des cycles de transmission au sein de la population humaine. Donc ces virus-là, on ne va jamais les éradiquer. Et le virus de la fièvre jaune, il y a un vaccin très efficace qui existe depuis la fin des années 30. Donc effectivement, c'était l'obtention de ce vaccin qui était couronnée par le prix Nobel en 1951. Mais il n'y a aucune chance d'éradiquer ce virus parce qu'on aura besoin non pas de vacciner que toute l'humanité, mais également toutes les espèces naturellement infectées par ces virus. Le virus de l'hépatite C fait un peu par figure d'exception. Pas de vecteur connu. Donc, transmission par voie sanguine, voie sanguine, injection, voie transcutanée plutôt liée aux activités humaines. Donc, pour notre première question, le virus fait rentrer l'ARN viral dans le cytosol. C'est ce qu'on a vu dans les mécanismes d'attachement et d'entrée pour les picornaviridés et pour le virus de la dengue. Donc, dans les deux cas, c'est l'ARN génomique qui rentre dans le cytosol. Et cet ARN doit être pris en charge par le ribosome. Donc, on commence par les picornaviridés et parce que c'était la première famille pour laquelle on a compris comment ça marchait. Et avec le séquençage du génome, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner comme avec un ARN messager cellulaire. Parce que pour traduire un ARN messager cellulaire, le ribosome va se former sur la structure de coiffe en 5' et il va commencer à se balader sur l'ARN messager et il démarrera la traduction à partir du premier codon d'initiation qu'il rencontre. Ça, ce n'est pas le cas pour les picornaviridés parce que la traduction de l'ARN génomique ne commence pas avec les premiers codons d'initiation, les premiers AUG, mais un peu plus vers le 3', à l'intérieur de l'ARN messager. Et juste en amont, on a une séquence riche en structures secondaires qu'on appelle le IRES, un site d'entrée du ribosome interne. Et ce qui se passe, c'est que l'IRES va recruter le ribosome et c'est ce qui va permettre de démarrer la traduction au premier codon d'initiation en aval de ce site IRES. Alors, l'IRES, c'est quoi? Bon, c'est une zone d'ARN riche en structures secondaires qui forme une site de fixation pour... ok, on verra ça tout à l'heure. Mais puisque le virus utilise un mode d'initiation de production qui est très différent de ce qui est utilisé pour les ARN messagers cellulaires, cela permet au virus de inhiber l'expression des protéines ou la traduction des protéines de l'hôte par clivant le facteur d'initiation eucaryote 4G, qui est la protéine qui va se fixer sur la structure en coiffe 5', le ARN messager. Donc le virus clive ça, et il inhibe la traduction des protéines de l'hôte, mais donc tous les ribosomes de la cellule sont donc disponibles pour la traduction des ARN viraux. Donc, le mécanisme d'action de l'IRES chez les picornaviridés, c'est que il va recruter tous les facteurs d'initiation de traduction sauf le EIF4E. Ah voilà. Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux là tout à l'heure? Ok. Ouais, le 4G, j'ai dit que le 4G, c'est celui qui va se fixer sur la coiffe 5'. Apparemment, c'est pas ça. C'est le 4E qui va le reconnaître directement et c'est le 4E qui va ensuite recruter le EIF4G. Okay. Toujours est-il, donc, pour les picornaviridés, pour initier la traduction, l'IRES va recruter
EIF4G, EIF3, et puis ça, c'est ça qui va permettre de recruter les ribosomes. Chez les flaviviridés, virus de l'hépatite C, virus de la dengue, on a quelque chose qui est radicalement différent parce que on n'aura besoin que de EIF2, je pense que c'est la petite subunité de ribosome, et EIF3. Donc on a plutôt une formation du ribosome directement sur l'IRS du virus de l'hépatite C. Donc, ce qui veut dire, pourquoi c'est important, ça, en tout cas pour moi, pourquoi c'est intéressant, ça veut dire que ces deux familles virales ont été confrontées au même problème chez la cellule hôte. Et elles ont trouvé la même solution. Mais le fonctionnement des IRS ne sont pas les mêmes entre les deux cas. Et quand on regarde en termes de structure secondaire ou de séquence, il n'y a pas d'homologie entre les IRS du virus des flaviviridés et des picornaviridés. Donc il n'y a pas d'ancêtre commun. C'est pas une synapomorphie entre ces familles virales. Plutôt une convergence évolutive de la même solution a été retrouvée de deux façons, de façon indépendante chez les deux lignages viraux. Donc, on commence à traduire la protéine virale. Et chez les picornaviridés encore, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, d'ailleurs, quand on regarde dans le génome, dans la séquence d'ARN génomique, on voit un très grand cadre ouvert de lecture qui couvre presque la totalité du génome. Donc, ce qui va se passer, c'est que on démarre la traduction ici et le ribosome de la cellule hôte va traduire une polyprotéine qui sera ensuite découpée en protéines fonctionnelles via l'action de deux protéases virales. La protéase 2A qui va cliver uniquement ici et la protéase 3C qui va effectuer tous les autres clivages. Et ces clivages vont se passer dans un ordre précis. Alors, que dire un petit peu sur l'organisation génomique? Si on regarde, RDRP, c'est la polymérase. Et ça, c'est en position 3' dans le génome. VP1, VP2, VP3, VP4, bon, ce sont les protéines de capsides, et c'est ça qui est sur la partie 5' du génome. Entre les deux, bon, on a 2A, 2B, 2C, les protéines non structurales, mais qui vont jouer un rôle dans la réplication du virus dans la cellule infectée. Vous n'avez pas besoin de connaître les fonctions de 2B et 2C. Mais la protéine VPG, oui, vous avez besoin de connaître ça. Donc, on a protéines de structure ici, protéines nécessaires pour la réplication de l'ARN en 3', et entre les deux, protéines non structurales nécessaires qui jouent un rôle dans la cellule infectée. VPG, c'est la protéine qui est attachée au 5' du génome. D'ailleurs, bonne question. C'est quoi la protéine VPG? C'était illustré ici, mais je n'ai pas indiqué ce que c'était. Donc, l'ARN génomique du virus en 5' pour un ARN messager, on trouverait la structure en coiffe. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve sur le picornavirus. On trouve une protéine attachée aux premiers acides nucléiques du génome. Et c'est la protéine VPG. Non, parce que la coiffe, c'est en acide nucléique, c'est en ARN. Ça, c'est en protéine. Donc, mais puisque c'est à l'extrémité 5' du génome, de l'ARN, il est là en la même position. Non, bah oui, mais ouais, à limite protéger l'ARN 5', oui, mais il ne joue pas de rôle dans l'initiation de la traduction, contraire à la coiffe 5 dans un ARN messager. Oui. On verra tout à l'heure.
Mais en fait, non, on ne trouve pas chez les flaviviridés. C'est une des différences. Donc, VPG qui va jouer un rôle essentiel dans leur application virale. Alors, une autre chose qui est importante, donc l'organisation globale, en 5' protéines de structure, en 3' ARN polymérase, et d'autres protéines nécessaires pour leur application, et au milieu, protéines non structurales, mais qui jouent un rôle secondaire. Pas sur le côté 3', on a différents clivages protéiques, protéolytiques qui peuvent s'effectuer. Et donc, à la fin, on n'a pas toujours la polymérase virale qui s'exprime toute seule. Donc, la polymérase virale, ça, c'est la protéine 3D. Mais ça, c'est un produit mineur de clivage. Donc, on va trouver beaucoup de copies de la protéine 3CD qui n'est pas une polymérase active. D'accord? Donc, c'est une protéine une protéine de fusion entre la protéase et la polymérase virale. Et on va voir que ces deux protéines 3D et 3CD ne jouent pas le même rôle. Chez les flaviviridés, on a quelque chose de semblable. Parce que quand on regarde l'organisation génomique, c'est un peu la même chose. En 5', on a protéines de capside ou ARN codant pour les protéines de capside, de matrice et d'enveloppe. Donc on a les gènes de structure ici en 5'. En 3', NS5, c'est la polymérase ARN chez les virus de l'hépatite C dans ce cas. On a une protéase virale, la NS3, qui va découper notre polyprotéine en protéines fonctionnelles. Et on a, pour certains clivages, notamment chez les différentes protéines de structure, on a les protéases cellulaires qui vont être impliquées aussi. Mais, donc on a quelque chose qui est assez semblable. Expression d'une polyprotéine qui couvre tout le génome viral, presque. Ensuite, production des protéines individuelles via l'action d'une protéase virale, éventuellement complémentée par l'activité des protéases cellulaires. Donc, dans le concept, c'est la même chose. Donc, la réponse, comment exprimer plusieurs protéines à partir d'un seul ARN messager, c'est ça. Polyprotéine, protéase virale. Alors là, on va venir à la fonction de la protéine VPG. Et ça sert à démarrer la synthèse de l'ARN. Donc chez les flaviviridés, la polymérase ARN virale se met à l'extrémité du génome viral et commence à initie la polymérisation sans amorce. Chez les picornaviridés, c'est la protéine VPG qui sert d'amorce. Donc si vous vous souvenez des adénovirus, c'était aussi un cas où la réplication de l'ADN génomique était initiée par un amorce en protéine. Donc pour picornaviridés, la VPG joue un peu le même rôle que la protéine PTP chez les adénovirus. Alors, la première étape dans la réplication de virus sera l'ajout de 2 uridines sur une tyrosine de la protéine VPG. Et ces 2 uridines vont s'hybrider sur le queue poly-A du génome. Et ça va nous donner un problème. Comme je disais, la cellule infectée est bourrée d'ARN messagers qui ont tous une queue poly-A. Donc, comment se fait-il que l'ARN polymérase virale va recopier l'ARN génomique viral et pas copier tous les ARN messagers de la cellule? Ce serait une perte de temps colossale pour le virus. Ah, mais c'est parce que... Ah ben voilà, c'est ce que j'étais censé dire là. Ok. C'est parce qu'on a des structures secondaires ailleurs dans le génome viral qui sont essentielles pour initier la réplication, l'activité de la polymérase. Et ça, c'est une structure qui est en 5', une structure qui est au milieu, le cis acting RNA element,
et la queue en poly A. Et l'objectif, on va voir, c'est ouais, allez, je vais expliquer comment ça marche et ensuite on va essayer de comprendre pourquoi c'est tellement compliqué. Donc, le CRE, son rôle, c'est de se fixer, ou c'est de recruter la polymérase, qui est la protéine 3D. Mais la CRE ne va pas faire ça directement parce qu'elle va tout démarrer par recruter 2 copies de la protéine 3CD. Et c'est ce complexe-là qui va permettre de recruter d'abord la 3D, ensuite la VPG. Donc une fois qu'on a tous ces complexes-là, bon, la polymérase virale, la 3D, va rajouter 2 uridines sur la protéine VPG. Ensuite, on va avoir des interactions entre, à nouveau, la 3CD qui va se fixer sur la structure en feuille de trèfle en 5' de l'ARN et qui va aussi se fixer sur une protéine cellulaire, le PABP, la protéine qui se fixe sur les régions poly-A des ARN messagers. Donc ça, c'est un cofacteur de l'hôte essentiel pour la réplication du virus. Et c'est cette interaction-là qui va mettre à proximité la queue poly-A du génome viral au complexe 3D VPG. Et c'est ça qui va permettre l'hymridation de nos 2 uridines ici avec ces 2 adénines sur la queue poly-A, et c'est ça qui va démarrer la réplication. Donc assez compliqué comme système. Pourquoi c'est comme ça? C'est toujours ça avec la biologie. Il y a une tonne de choses à comprendre, et ça a toujours l'air d'être plus compliqué que nécessaire. Mais en fait, ici, l'utilité pour le virus de faire comme ça, c'est qu'on va impliquer des éléments de structure d'ARN au 5', au milieu et à l'extrémité 3' du génome. Donc si tous ces éléments sont présents dans la même molécule d'ARN, il y a des fortes chances que notre molécule, c'est une copie complète du génome. Il a le début, il a la fin, il a ce qu'il y a au milieu. Donc le virus, l'ARN polymérase virale, sera capable uniquement de répliquer les copies génome d'un génome intègre. Et pas des petits bouts qui sont tronqués en 5', en 3', ou dans lesquels on a eu des recombinaisons qui ont enlevé des parties au milieu. Donc c'est ça l'objectif de ce système, c'est de répliquer uniquement les génomes intègres. Ok, donc assez pour moi, temps pour vous de réfléchir un petit peu là. Comparaison Picorna et Flaviviridae. Ok, tout le monde est ok pour ça? On va dire que oui, ok. Ah, les particules sont stables en dehors de l'autre chez les Picornaviridae, mais pas chez les Flaviviridae. Qui dit oui? Qui dit non? Et la plupart ne savent pas. L'entrée se fait par fusion mononaire. Chez les Picornaviridae, qui dit oui, c'est vrai? Qui dit non? Ah, vous avez raison, c'est non. Ok, Flaviviridae, virus enveloppé, donc
l'entrée des flavividés, c'est par fusion membranaire. Pour les picornaviridae, non, parce que c'est un virus nul. Le cycle de réplication s'effectue entièrement dans le cytoplasme. C'est vrai pour les picornaviridae, mais faux pour les flaviviridae. Qui dit oui, c'est ça? Qui dit non, c'est pas comme ça? Ouais, voilà, la réponse est non. C'est vrai pour les deux. Synthèse de l'ARN génomique démarre par l'ajout de l'uridine sur une amorce protéique. Vrai pour le picorna, faux pour les flaviviridae. Qui dit oui? Qui dit non? Ouais, voilà, c'est oui, c'est ce qu'on vient de voir. Le premier point, là, globalement, il y a eu très peu de réponses, et pourtant vous étiez capable de le dire, parce que c'est lié à la structure de la particule virale. Ce qu'on avait vu premier cours. Les virus enveloppés sont de façon générale moins résistantes aux conditions chimiques. Donc, les virus enveloppés vont avoir moins tendance à être stables en dehors de l'autre. Donc, vous pouvez vous souvenir de ça, du premier cours. Sinon, deuxième façon de retrouver la réponse correcte ici, c'était de regarder ou de penser aux parties introduction sur les deux familles de virus. Les flaviviridae sont transmis, dans la grande majorité des cas, par des vecteurs d'insectes. Donc, ces particules virales ne sont jamais en dehors d'une autre. Okay. Donc, soit ce sont des virus qui se répliquent chez nous, ou alors ils se répliquent chez le vecteur insecte. Ils ne sont jamais en dehors dans la nature. Par contre, les picornaviridae, les entérovirus, le virus de l'hépatite A, sont des virus avec une transmission fécale-orale. Donc, à un moment donné, le virus qui infecte l'autre sera excrété dans les selles. Ça peut être passé dans les eaux usées, et cela reste une sorte de contamination pour les gens. Donc, il y a une période dans le cycle de transmission de ces virus-là, pendant laquelle les picornaviridae sont en dehors de l'hôte. Et pour effectuer la transmission, ces particules virales doivent rester infectieuses. Sinon, bon, bah, s'ils étaient inactivés au bout d'une heure en dehors de l'hôte, bah, c'est fini, il n'y a plus d'infection derrière. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est vrai. Donc, les particules virales des picornaviridae, en général, sont stables en dehors de l'hôte. Ce n'est pas vrai pour les flaviviridae. Et ça, c'est lié à leur mode de transmission d'un hôte à l'autre. Et aussi à la structure de la particule virale. Donc, ok. Donc, deuxième question. Quelles sont les cibles pharmacologiques pour développer un antiviral? Si vous avez une hépatite C chronique, maintenant, c'est beaucoup moins grave pour vous qu'il y a une vingtaine d'années, parce qu'on dispose de médicaments antiviraux extrêmement efficaces, capables d'éradiquer le virus chez 95% des personnes infectées. Bon, ça va mieux pour les personnes infectées, ça va moins bien pour la sécurité sociale. Parce que ça coûte une balle. Ok, donc ribosomes viraux. Qu'est-ce qu'on peut cibler les ribosomes viraux? Non. La polymérase ADN virale, qui dit oui? Non, personne. Polymérase ARN virale, cible potentielle? Oui. Et la protéase virale, qui dit oui? Oui, c'est ça. Ok. C et D, polymérase ARN virale et protéase virale. Toutes les deux enzymes. Pourquoi c'est des bons cibles pharmacologiques potentielles? Parce que la cellule hôte ne dispose pas de ces activités enzymatiques. Donc, c'est une molécule qui est bien spécifique à ces enzymes-là, ne va pas avoir des effets secondaires parce que on va inhiber quelque chose d'essentiel chez l'autre. Bonne spécificité, et les deux sont essentiels pour la réplication ou l'expression correcte du génome viral. Donc ici, on va bloquer la réplication, ici, on va bloquer l'expression des gènes viraux. Et les deux sont essentiels pour effectuer un cycle de réplication. Ok, donc juste pour le résumé, différence ou comparer, contraster flavivirus, picornavirus, toutes les deux familles disposent d'une IRS
qui va être essentiel pour démarrer la traduction des protéines virales. Toutes les deux codent pour une grande polyprotéine qui seront ensuite clivées par les protéases virales. Pour la réplication, c'est un petit peu différent parce que chez les picornavirus, on a besoin de la protéine VPG qui sert d'amorce protéique. Et du coup, les structures, oui, mais et du coup, c'est l'ARN polymérase virale qui a cette activité, qui est capable de la rajouter. Donc, ce n'est pas les enzymes de l'autre qui normalement sont dans le noyau, n'est-ce pas, pour ça. Donc le virus, l'ARN polymérase virale des flaviviridés, il fait ça. Ok. Donc, virus ARN brun moins. Donc, on va étudier deux exemples, les orthomyxoviridés et un exemple d'un un exemple parmi les mononégavirales. Quelle est la différence entre ces deux choses-là? Les orthomyxoviridés, ce sont les virus ARN brun moins avec un génome segmenté, et les mononégavirales, ce sont les virus ARN brun moins avec une seule molécule d'ARN génomique. Donc, les orthomyxoviridés. Solution 1, génome segmenté. Solution 1, c'est quoi? Attends, pourquoi je parle de ça? Solution 1. Bon, bah, quel était le problème? Le problème pour les virus ARN brun moins, c'est que notre génome viral, on va dire que c'est, on va le mettre à l'envers, c'est en brun moins. Pour le virus, il va devoir exprimer plusieurs ARN messagers brun plus pour coder pour différentes protéines. Et le problème pour le virus, c'est comment produire différents ARN messagers à partir d'une seule molécule d'ARN brun moins. Bon, la solution trouvée ou employée par les orthomyxoviridés, c'est de segmenter le génome. Et globalement, chaque segment génomique va coder pour une protéine, à l'exception des segments 7 et 8, parce qu'on va avoir des événements des processus d'épissage qui permettent d'exprimer deux protéines à partir d'un seul nom. Donc, le génome segmenté, on peut le considérer comme une sorte de solution possible à ce problème. Comment un virus ARN peut exprimer plusieurs ARN messagers à partir d'une seule molécule d'ARN génomique. Donc, les orthomyxoviridés, c'est quoi? C'est les virus de la grippe et les togotovirus qui infectent des insectes. Dans la structure de la particule virale, virus enveloppé, avec hémagglutine et neurovalidase à l'extérieur. À l'intérieur, on trouve 8 segments génomiques, donc 8 molécules d'ARN complexées avec la nucléoprotéine, donc la protéine NP, et un ARN polymérase, dépendant de l'ARN, composé de 3 sous-unités, PA, PB1 et PB2. M1, M2, protéines de matrice majeure et mineure, NS1, NS2, protéines non structurales, donc on ne retrouve pas dans la particule virale. Toutes ces autres protéines virales, on les retrouve dans le virion. Oui. Ah non, mais ça, on parle d'ARN là. C'est les molécules d'ARN distinctes. Donc on peut pas avoir un protéase qui coupe l'ARN. Et chaque segment va se répliquer de façon autonome. Okay, donc le segment 1 va faire une copie du segment 1. Le segment 2 va faire une copie du segment 2. Et à la fin, bon, bah, la nouvelle particule virale va apporter une copie de chaque segment. Donc on peut imaginer, c'est comme un organisme qui a 8 chromosomes. En gros, c'est ça. Là, le virus, là, il a son génome, pas sur un seul chromosome, mais sur 8. Mais puisque c'est tellement petit, on les appelle segments génomiques. Okay. Donc, ce qui rentre dans la cellule infectée après la décapsulation, ce n'est pas juste l'ARN viral, c'est l'ARN plus la nucléoprotéine complexée avec la polymérase ARN.
Alors, les orthomyxoviridae. Ah non, pas orthomyxoviridae, les mononégavirales. Okay, solution numéro 2. On va avoir un génome en ARN moins et on va exprimer plusieurs différents ARN messagers à partir de ce génome. Donc, les mononégavirales, c'est un ordre de virus comportant plusieurs familles. Et les mononégavirales ont pas mal de pathogènes très méchants pour nous. Les filoviridae, virus Ebola, les rhabdoviridae, virus de la rage, donc qui sont des pathogènes un peu exotiques, mais même parmi les pathogènes qu'on chope assez fréquemment, le virus de la rougeole, le virus des syncyties respiratoires, sont des virus qui ont des taux de mortalité assez élevés, surtout chez les enfants. Donc pour exemple le mononégaviral, on va regarder la stratégie de réplication d'expression chez le virus de la rage, qui est le membre type de la famille des rhabdoviridae. Et cette famille est nommée à cause de la forme très typique de ces particules virales, en forme d'obus, chez tous les rhabdoviridae. Donc on a capside hélicoïdale, mais entouré d'une enveloppe, avec une glycoprotéine d'entrée, glycoprotéine d'attachement à l'extérieur. Donc, les rhabdoviridae, ça c'est quand même un truc assez impressionnant chez eux, parce qu'on a différentes sous-familles qui peuvent infecter pratiquement n'importe quel type d'hôte eucaryote. Donc on a qui infectent des vertébrés, des invertébrés, et même chez les plantes. Et ça, c'est relativement inhabituel. La plupart du temps, on a des familles virales qui sont spécifiques à un type d'hôte. Donc les rhabdoviridae, ils ont un truc qui marche, et que ça marche un peu partout. Alors, en tout cas pour les picornaviridae, on a vu comment l'ARN polymérase virale allait fonctionner en répliquant uniquement l'ARN viral, en utilisant les 3 éléments de structure secondaire dans le génome. Pour les virus ARN brun-moins, c'est pas du tout comme ça que ça marche, parce qu'en fait, l'ARN génomique viral chez les virus ARN brun-moins n'est jamais seul. Il est toujours complexé avec la nucléoprotéine virale. Donc c'est la nucléocapside qui rentre dans la cellule infectée. Et c'est cette structure, nucléoprotéine plus ARN viral, qui est reconnue par la polymérase ARN virale. Et c'est pour cette raison-là que l'ARN polymérase virale ne va jamais reconnaître les ARN cellulaires. Alors, comment on va initier la synthèse de l'ARN? Bon, la plupart du temps, on va avoir une initiation sans amorce qui va démarrer soit à l'extrémité 3' de l'ARN génomique, soit à des sites internes pour générer des différents ARN messagers. Et pour les rhabdoviridae, on sait exactement comment ça marche. Donc ça, c'est la représentation de notre génome en ARN brun-moins du virus de la rage. Et c'est représenté dans le sens inverse, parce que c'est en brun moins. Donc on a l'extrémité 3' ici et 5' au bout. Quand on regarde, on a 5 cadres ouverts de lecture, codant pour la nucléoprotéine, la phosphoprotéine, protéine de matrice, la glycoprotéine et la protéine L, protéine longue, qui est la polymérase. Donc N, M et G, protéines de structure, L, polymérase, phosphoprotéine P, essentielle pour la réplication. Parmi ces rôles, la phosphoprotéine, elle permet à la polymérase virale de se fixer à l'extrémité 3' du génome en se fixant sur la séquence leader en rouge ici. Donc ce qui va se passer
ensuite, la polymérase va commencer à transcrire de l'ARN à partir de la première séquence intergénique, IG. Donc, entre les cadres ouverts de lecture, on a la séquence intergénique. C'est toujours la même chose. Donc, la polymérase virale va commencer ici et va transcrire des ARN brun plus en recopiant l'ARN brun moins du génome. Quand elle arrive à la séquence intergénique, elle va s'arrêter, elle va rajouter un queue poly-A à l'ARN qu'elle vient de transcrire, et soit elle va détacher totalement de l'ARN génomique viral, puis elle va redémarrer au début, ou alors elle va continuer. Et le résultat de ce processus-là, c'est que si notre ARN polymérase commence ici, elle va se détacher là, elle se réattache ici, elle recommence, elle se redétache, elle recommence. On va transcrire des ARN messagers pour tous les différents gènes viraux. Mais en fait, plus que l'on avance dans le génome, on a X chances de se détacher totalement et redémarrer à partir du début. Ce qui veut dire qu'on a toujours plus d'ARN messagers codant pour la nucléoprotéine que codant pour la polymérase. Ça, c'est logique, parce que dans une particule virale, on va avoir quelques milliers de copies de nucléoprotéines dans la capside, et on aura besoin d'une ou deux copies de la protéine L. Donc on a besoin de beaucoup plus de N que de L. Et donc l'ordre des gènes dans le génome n'est pas aléatoire. C'est important pour le virus, pour se repliquer efficacement. Alors, comment ça marche, en plus de détails? Ça marche parce que quand on arrive dans les séquences intergéniques, on voit qu'on a une séquence de 7 uridines et l'enzyme, l'ARN polymérase virale, ont tendance à glisser sur cette séquence-là et recopier ces 7 uridines de multiples fois. Donc on a un codon stop et ensuite on aura cette uridine. Et l'enzyme va faire ça plein de fois, jusqu'à rajouter 200 adénines. Et c'est comme ça que le virus va générer une queue poly-A. Après, l'ARN polymérase virale, il va finir par terminer et ne plus recopier cette séquence d'uridine. Elle peut se réattacher et redémarrer la transcription à partir du reste de la séquence intergénique. Et à ce moment-là, elle va rajouter une coiffe en 5' de l'ARN qu'elle vient de démarrer. Et donc, l'ARN viral, donc le virus génère lui-même ses ARN messagers en ajoutant une queue poly-A par ce mécanisme de glissement et redémarrage, par glissement et recopiage de la séquence neuridine, et par la capacité qu'a la polymérase virale de rajouter une queue, une coiffe 5'. Donc ça marche pour produire des ARN messagers. Et ça ne va pas suffire pour effectuer la réplication, parce que pour se répliquer, le virus a besoin de produire une copie du génome entier. Et il ne pourra jamais faire ça s'il est toujours en train de glisser, se détacher sur les séquences intergéniques. Et donc il doit avoir le moyen de supprimer ces phénomènes de glissement. Et ça, c'est le rôle de la protéine N. Donc quand on commence à avoir une quantité importante de la protéine de nucléocapside, dès que l'ARN viral est recopié par l'ARN polymérase virale, la nucléocapside va se fixer sur les 7 premiers adénines, et ça va empêcher ce phénomène de glissement, la polymérase virale. Et du coup, au lieu de synthétiser les ARN messagers, qui ne sont pas associés à la nucléoprotéine virale, l'ARN polymérase va former une copie d'ARN full length associée avec la nucléoprotéine. Et c'est pour ça que cet ARN brun plus peut être pris en charge et recopié à son tour en ARN brun moins.
parce qu'il est associé à la nucléoprotéine. Ok, donc pour voir si vous avez compris un petit peu comment ça marche, pour un virus de classe 5, on va dire, ouais. Quel est le minimum que l'on doit transfecter dans une cellule et que ce soit capable de former des particules virales? Et pour tout le monde qui ne lève jamais la main, là, je vais vous demander spécialement de faire un effort là et de prendre votre courage à deux mains et vous prononcer sur un de ces trucs. Attendez, je vais modifier ça un petit peu. Ok, tout le monde a réfléchi pour ça? Ok, qui dit A? Nope. Qui dit P? On met l'ARN génomique viral, on met un messager codopolaire. Qui dit C? Waouh, pratiquement plein de monde. Qui dit D? Une personne. Écoutez, c'est pas A. A, c'est faux. Donc l'ARN tout seul, c'est brun moins, il peut pas donner une protéine, donc ça ne marche pas. B, je peux le comprendre, mais c'est faux, parce que la polymérase ARN virale ne va pas reconnaître un ARN génomique nu. L'ARN polymérase virale des virus ARN brun moins va prendre comme matrice l'ARN complexé avec la nucléoprotéine. Donc B, ça ne peut pas marcher, parce que la polymérase virale sera exprimée, mais elle ne reconnaîtra pas l'ARN viral. C'est possible. Okay? Mais en fait, ça ne va pas marcher très bien, parce que on a besoin de la phosphoprotéine virale. Donc je pense que c'est plutôt D, parce que sinon, toute seule, c'est pour ça que j'ai changé au milieu, parce que je me suis rendu compte que bon, cette histoire de phosphoprotéines, ça c'est vrai pour les rhabdovirus, pas forcément vrai pour tous les virus de la classe 5. Par exemple, pour les orthomyxoviridés, pour ça, il faut les protéines PA, PB1, PB2, et la nucléoprotéine, et les génomes. Mais cette histoire de phosphoprotéines, ça n'existe pas. Donc bon, tout le monde qui a mis C là, si c'est pour un virus de classe 5, probablement la bonne réponse est C. Pour les rhabdovirus, je dirais que la réponse est D. Ok, donc on va mettre 20 minutes pour comprendre la réplication des rétrovirus. Donc chez les rétroviridés, on a deux familles, les spuma-rétrovirinés et les ortho-rétrovirinés. Et les ortho-rétrovirinés sont divisés en genre alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et les lentivirus.
Donc, dans tous les cas, ce sont des virus enveloppés avec nucléocapside icosahédrique ou en forme de cône, qui est une modification de la structure icosahédrique. Ça, c'est typique des lentiviridés. Chez tous les autres, on a une nucléocapside qui a une forme icosahédrique classique. Alors, le propre des rétrovirus, c'est que le génome dans la capside est en ARN. Et d'ailleurs, il y a 2 copies d'ARN génomique dans chaque particule virale. Mais le virus va se répliquer via un intermédiaire en ADN double brun chez la cellule hôte. Ce qui va impliquer l'action d'une transcriptase inverse qui doit également être portée par le virus dans sa capside. Et pour nous, il y a 2 rétrovirus qui infectent l'espèce humaine, le HTLV1. Pas fréquent en Europe, on trouve en Asie de l'Est et dans la région des Caraïbes. Et le VIH. Si j'ai bien compris, toujours à peu près 35 millions de personnes infectées avec minimum 1 million de morts par an. Donc, pour les rétrovirus, leur cycle de réplication commence avec l'ARN brun plus apporté lors de l'entrée du virus dans la cellule infectée. Cet ARN va être transcrit en ADN double brun. Et donc, on a besoin d'une transcriptase inverse, reverse transcriptase, une RT, qui doit être apportée dans la capside virale. Et un des problèmes que ça va générer, c'est comment régénérer un génome complet. On va voir. Une fois sous forme d'ADN double brun, on parle de provirus, comme lorsque un bactériophage lambda intègre son génome dans le chromosome bactérien, on parlait de prophage. Pour les rétrovirus, la forme intégrée dans le chromosome de la cellule hôte s'appelle un provirus. À partir de l'ADN proviral, le virus va exprimer des ARN messagers qui vont lui permettre d'exprimer ses protéines. Et il va aussi transcrire des copies d'ARN brun plus longueur intégrale qui vont former le nouveau génome. Ici, on va avoir un seul promoteur viral dans le provirus. Et donc, le problème pour le virus, ce serait de comment produire plusieurs protéines virales à partir d'un seul promoteur. Et ça va se passer par l'expression de plusieurs ARN messagers à partir d'un seul promoteur. Alors, pour les premières étapes, passage de l'ARN génomique en ADN proviral. Donc, quand on regarde la structure de l'ARN viral chez tous les rétrovirus, VIH, mais c'est pareil chez tout le monde, on a une séquence répétée que l'on retrouve à l'extrémité 5' et à l'extrémité 3'. Ensuite, une région unique non traduite en 5', donc ça c'est U5, et une région unique non traduite en 3', l'ARN génomique, donc ça c'est U3. La transcription inverse va aboutir à une forme en ADN double brun, où on voit que la séquence U3 se retrouve maintenant en position 5' de l'ADN proviral, et la séquence U5 ici est recopiée à l'extrémité 3' de l'ADN proviral. Et donc on a ce forme de LTR, Long Terminal Repeat, U3R, U5, qui se retrouve à chaque extrémité de l'ADN proviral. Donc le génome a des formes un petit peu différentes quand c'est dans la partie virale et quand c'est sous forme intégrée dans l'ADN cellulaire. Donc,
premièrement, c'est la transcriptase inverse virale qui effectue cette transformation. Et ensuite, l'intégrase virale va prendre en charge cette copie en ADN double brin et l'insérer dans l'ADN de la cellule hôte. Donc, l'intégrase et la transcriptase inverse sont empaquetées dans la particule virale. Et leur activité enzymatique est essentielle pour permettre la réplication virale. D'où l'importance des inhibiteurs de transcriptase inverse et inhibiteurs d'intégrase comme des médicaments antirétroviraux. Alors, comment ça marche? J'espère que mon lien ici va fonctionner. Donc, on va... Oh non! Ah non, ça c'est le lien, mais j'ai copié la vidéo. Ok, c'est bon. Donc, alors ça c'est notre ARN génomique viral. Donc, notre transcriptase inverse va prendre en tant que matrice l'ARN viral et va le recopier en ADN. Donc, c'est une sorte d'ADN polymérase dépendant d'ARN. Mais un ADN polymérase, n'importe quel un ADN polymérase a besoin de quoi pour démarrer? Une réaction de... quelque part. Non. Ah, oui, ok. Oui, non, mais... Oui, non, mais ici, non. Hein, parce que ça, c'est une origine de réplication, c'est pour l'ADN. Mais pour une réaction de PCR, on a besoin de mettre quoi pour que ça démarre? Une amorce. Et donc, le VIH, il aura besoin d'une amorce également. Et l'amorce, c'est un ARN de transfert cellulaire qui va s'hybrider sur la PBS. Ah, ok, go. Ouais, peut-être. Ah, ok. Ça marche, mais il est un peu long. Okay, donc l'amorce, c'est notre ARN de transfert. L'ARN polymérase, la transcriptase inverse va commencer à fabriquer de l'ADN à partir d'ici. Juste un petit bout. Une autre activité dans la transcriptase inverse, c'est une activité de RNase H. Donc, elle va dégrader l'ARN qui est dans un hémiduplex ADN-ARN. Donc, du coup, elle a... Ah non, ok, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, elle a dégradé une partie du génome. Mais, puisqu'elle a recopié la région R, ce petit bout d'ADN va pouvoir s'hybrider à l'autre extrémité de l'ARN génomique. Parce que cette région R est maintenant complémentaire à la région R ici. Donc du coup, la polymérase peut recopier tout le reste du génome, mais elle va arriver que jusqu'ici, parce qu'elle a dégradé le reste. Donc elle va s'en aller, et l'activité RNase L, AH, va dégrader pratiquement toute la copie qui vient de se faire. Sauf pour un tout petit bout qui est résistante à cette activité. C'est le tract riche en purine, je pense, polypurine tract. Donc, elle va dégrader tout le reste, sauf pour un tout petit bout d'ARN. Et puis, c'est ça qui va servir d'amorce pour compléter, cette fois-ci, jusqu'au PBS. Et maintenant, la PBS va pouvoir s'hybrider ici, et ça va nous donner 2 copies d'ADN proviral. Donc, ici, c'est illustré avec une molécule d'ARN génomique virale, mais en réalité, on a les 2 molécules qui vont être utilisées comme matrice à différents moments pendant la réplication. Ce qui fait qu'à chaque cycle de réplication du VIH ou de notre virus, de notre rétrovirus, on a probablement 2 ou 3 recombinaisons homologues qui se font par un cycle de réplication. D'accord? Parce qu'on a 2 molécules d'ARN dans la capside et on va avoir des recombinaisons entre ces 2 copies lors de la transcription inverse. Alors, pourquoi ça c'est important? Parce que la région U3 comprend les sites de fixation de facteurs de transcription de la cellule hôte.
Donc, lors de l'expression des ARN messagers, la transcription démarre avec le début de la séquence R. Donc, on a besoin de faire un tour de passe-passe pour remettre la séquence U3 ici, tout en amont de l'ADN proviral. Et donc, à partir d'ici, on aura la transcription par l'ARN polymérase cellulaire qui va nous permettre de régénérer des copies de l'ARN génomique en entier. Donc, encore une fois, c'est un truc compliqué, mais c'est compliqué parce qu'il doit l'être. Et l'importance pour les rétrovirus, c'est de pouvoir, à chaque cycle de réplication, régénérer un génome complet. Parce que si on n'avait pas recopié l'U3 ici, bon, ben, ça ne marcherait pas. Donc ça, c'est pour la réplication via la transcription inverse. Qu'en est-il pour l'expression de plusieurs protéines à partir d'un seul promoteur? Bon, on a différents mécanismes. Bon, on voit ici qu'on a plein de produits épicés. Donc l'ADN proviral, c'est dans le noyau. Donc on démarre la transcription de la RTR à partir du promoteur qui est dans la région U3. Donc un seul promoteur. Mais à partir des ARN qui sont transcrits, on peut exprimer plusieurs protéines via un savant jeu d'épissage alternatif. Les premiers ARN messagers exprimés en tout cas par le VIH seront les gènes multi-épicés. Donc c'est les protéines NEF, REV et TAT. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est la protéine REV, parce que le problème pour le virus, c'est comment exporter un ARN génomique non épicé. Parce que c'est que la forme non épicée qui porte toute l'information génétique du virus. Donc il a besoin d'exporter cette forme non épicée. Et ça, c'est un peu le rôle de la protéine REV, parce que REV va se fixer sur une structure en ARN qu'on appelle RRE, élément response, Rev Response Element, qui se retrouve quelque part ici dans le génome. Donc le RRE, ou plutôt la protéine REV, va se fixer sur la RRE, et c'est ce qui va permettre d'exporter l'ARN non épicé et les ARN monoépicés. Donc ils vont coder pour VIF, VPR, VPU, les glycoprotéines de l'enveloppe, GP120 et GP41, et les autres protéines de structure du virus seront exprimées sous forme de polyprotéines GAG et GAG-POL à partir de l'ARN génomique. Donc ça, c'est le cas pour le VIH. Pour n'importe quel rétrovirus, on a quelque chose de semblable, avec toujours les cadres ouverts de lecture codant pour la polyprotéine GAG, polyprotéine POL et les glycoprotéines d'enveloppe, et éventuellement différentes protéines accessoires. Donc, POL, okay, ça c'est clair, c'est polymérase, mais cela code pour la transcriptase inverse, la protéase et l'intégrase. Enveloppe, c'est le GP120 et GP41 pour le VIH. Donc, protéines d'attachement, glycoprotéines d'attachement et protéines de fusion. GAG, ça veut dire antigène de groupe, group antigens. Et en fait, ce sont les protéines de capsides, nucléocapsides et de matrice. Donc, VIH et d'autres rétrovirus, et en particulier VIH, on exprime plusieurs protéines via l'épissage alternatif, régulation dans le temps, protéines précoces, protéines tardives, via la fonction de la protéine REV et l'export des ARN non épicés sous l'action de REV. Dernière chose à comprendre pour le VIH et d'autres rétrovirus, c'est l'expression de deux polyprotéines à partir d'un seul ARN messager qui code pour tout le génome, GAG et GAG-POL. Donc GAG et POL sont dans deux cadres de lecture différents. Donc ici, c'est dans le cadre de lecture 0 et POL, c'est dans le cadre de lecture -1.
qu'est-ce qui se passe? Ben, normalement, le ribosome va se fixer ici, il va traduire la polyprotéine GAG, il arrivera à ce codon stop, et puis ensuite il va se détacher. Donc on aura la polyprotéine GAG. Mais juste en amont du codon stop, on a un petit bout de structure secondaire qui va ralentir le ribosome, et c'est précédé par une séquence un petit peu, et ça va forcer les ribosomes à se décaler son cadre de lecture. Donc, à partir d'une séquence juste en amont ici, le ribosome va reculer d'un nucléotide, il va recontinuer à traduire, et du coup, le codon stop ne sera pas lu comme un codon stop. Donc, on a un décalage du cadre de lecture qui permet de dépasser le codon stop et lire et traduire la polyprotéine POL. Donc, deux polyprotéines exprimées à partir d'un seul ARN messager qui sont ensuite clivées en leurs protéines constituantes par la protéase virale. Donc cette partie-là, ça ressemble à quoi? Organisation génomique. On a protéines de capsides et de structure en 5', polymérase en 3'. Une polyprotéine ensuite clivée par la protéase virale. C'est un peu la même chose que pour les ARN brun plus. C'est comme les picornaviridés, c'est comme le virus de l'hépatite C. En termes de stratégie, c'est un peu la même chose. Là. Donc ça, c'est assez curieux. Donc les rétrovirus sont une sorte de mélange un peu curieux de mécanismes qu'on a déjà vu employés par les virus ARN brun plus, cette histoire de polyprotéine clivage, et un mélange de ce qui se passe chez les virus ADN, avec l'utilisation d'épissage alternatif pour produire plusieurs protéines virales. Donc les rétrovirus exploitent ces deux mécanismes pour exprimer plusieurs protéines. Donc on arrive à peu près à l'heure, donc je vous laisse avec le résumé pour aujourd'hui. Donc tous les virus ARN possèdent une polymérase ARN dépendante des ARN. Un de leurs problèmes pour la réplication, c'est comment est-ce que cette ARN polymérase va distinguer l'ARN viral de l'ARN cellulaire. Pour l'expression des génomes, pour les virus ARN brun plus, on a le rôle de l'IRS pour démarrer la traduction, protéase virale pour découper la polyprotéine. Pour les virus ARN brun moins, surtout il faut souvenir de ce système arrêt et redémarrage chez les mononégavirales et chez les rétrovirus, tous ces différents mécanismes qui sont employés à différentes étapes dans le cycle de réplication. Ok, bon, bah, je vous libère et puis on se voit la semaine prochaine et on démarre les TP, non? Ouais. Ouais, on démarre les TP.